Bien, bonsoir à tous. Je vais essayer de vous entraîner un petit peu dans mes réflexions. Donc j'ai intitulé mon intervention « De la fin du monde au salut de Bugarach ». Et donc la question qui se pose, est-ce que ce sont des rumeurs? En tout cas, ce sont des réponses à des questions fondamentales. Et il faut essayer de comprendre pourquoi on se pose ces questions, ou pourquoi on apporte des réponses à des questions, pour comprendre le sens des réponses. Parce qu'il existe un principe qui est le principe de raison suffisante et qui explique que rien n'est sans raison. Donc s'il y a une rumeur, il doit y avoir une raison. Et si on nous propose le salut à Bugarach, il doit y avoir aussi une raison. Donc ça pose la question, bien entendu, de la mort et celle du salut, c'est-à-dire des questions qui sont éminemment philosophiques. C'est pour ça que je ne vais pas me contenter de vous dire ce qu'on voit sur Wikipédia, hein, vous pouvez y aller tout seul. Je vais essayer d'élever un peu le débat, on va dire. Alors commençons quand même par définir ce qu'est une rumeur. Ben, une rumeur, c'est une représentation. Nous vivons dans un monde réel, et ce monde réel, on ne le perçoit qu'à travers notre cerveau, c'est-à-dire qu'à travers nos représentations. Mais cette représentation, elle est assez difficile à définir. Elle fait partie de toute une nébuleuse, puisqu'il y a tout un tas de termes qui ne sont pas très éloignés les uns des autres. Alors je prends le risque de tout amalgamer, étant donné qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui qui sont spécialistes de ces questions et qui, eux, au contraire, ont cherché à voir quelles étaient les différences entre les légendes, les bruits, les rumeurs, les ragots. Donc, vous voyez, bruit, ragot, potin, commérage, racontard, canular, désinformation, propagande, mythe, conte, légende, urbaine ou contemporaine, on en a parlé. Les fables, les paraboles, les préjugés, les fantasmes, les délires, hein, tout ça, ça fait partie du monde des représentations. Alors, je vais essayer de vous montrer que, même si, bien sûr, il y a des différences, des nuances entre tout ça, ça se vaut, quoi. Alors, si la rumeur est une représentation, comme toute représentation, elle a forcément une fonction. Et la fonction d'une représentation, c'est de nous aider à nous positionner dans le monde, à appréhender le monde et à agir dans le monde. La rumeur a une caractéristique, c'est qu'elle est une explication simple, pour ne pas dire simpliste. Alors, comme toutes les représentations, hein, la rumeur va avoir ses faiblesses, mais ce sont celles des représentations classiques. Hein. Déjà, au niveau des perceptions, hein, nous savons très bien qu'il y a plein d'illusions de nos sens, hein, dans tout, qu'elles soient visuelles, auditives, on peut en donner tout un tas d'exemples. Nous avons aussi des difficultés de mémorisation. Hein, on a vu le phénomène des faux souvenirs, des gens qui, de bonne foi, hein, ont cru que certaines choses s'étaient produites alors qu'elles ne se sont jamais produites. Je reviens un peu sur les perceptions aussi. Edgar Morin, par exemple, un jour est victime, enfin pas victime, il est témoin d'un accident. Il dit « j'ai tout vu » et de bonne foi, il s'apprêtait à faire un mauvais témoignage puisqu'il pensait que la voiture avait renversé un cycliste et le cycliste indemne se relève en disant « mais non, c'est moi qui ai percuté la voiture ». Donc vous voyez, on va voir plus loin que Edgar Morin est un spécialiste justement de la rumeur. Hein. Il est lui aussi capable de fausses perceptions. Hein. Donc les perceptions, les mémorisations, les raisonnements aussi. Hein, on a l'impression de raisonner correctement. On va voir plus loin qu'en fait, il n'en est rien. Et tant mieux, je dirais. Hein, si nous étions parfaits, si nous avions de bonnes perceptions, des bonnes mémoires, des bons raisonnements, ben, nous ne serions pas des humains. Et peut-être que nous ne serions pas arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que les représentations sont rien à côté des réalités. Nous vivons depuis tout le temps dans l'illusion que ce que l'on voit, c'est comme on le voit. Or, le Talmud, par exemple, nous enseigne qu'on voit les choses non pas comme elles sont, mais comme nous sommes. Autrement dit, nous projetons sur la réalité
ce que nous attendons d'elle. Alors je vous ai cité aussi Kant qui distingue la chose en soi et la chose en nous. Et l'illusion, ça consiste à penser que la chose en soi et la chose en nous, c'est la même chose. Alors, je n'ai pas voulu le mettre, mais il y a 2 tableaux de Magritte qui sont fondamentaux, intitulés « Ceci n'est pas une pipe et ceci n'est pas une pomme », pour bien attirer notre attention sur le fait qu'il y a toujours une confusion entre le réel et la représentation. Donc, vous voyez que petit à petit, on va mieux cerner la rumeur. Pardon, je suis revenu en arrière. Voilà. La rumeur est aussi une communication, parce que c'est une représentation sociale, et comme toute représentation sociale, elle est destinée à être communiquée. Vous savez que la communication, il y a toujours 2 parties. Il y a un énoncé, une énonciation, et il y a une partie qui est censée nous apprendre quelque chose, mais il y a une partie plus cachée qui est la mise en relation. On a besoin d'être mis en relation. Et tout à l'heure, ça a été signalé par M. Rouch. Il est vrai que si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous dit, vous allez vous mettre en dehors du monde. Donc, vous sortez en quelque sorte de la relation. Donc, la rumeur va avoir un rôle important. Elle va créer, conforter l'union, la cohésion, la norme, on en a parlé aussi, et la paix sociale. Et donc, là aussi, M. Rouge vient de le dire, c'est dommage, la rumeur naît de crises mimétiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en plein malaise social, pour tout un tas de raisons, économiques, sociales, personnelles. Et donc, la rumeur va chercher à apporter une solution à ces problèmes. Et donc, elle va participer d'un phénomène qui a été longuement étudié par René Girard, c'est celle du bouc émissaire. La rumeur va être un bouc émissaire. On va la charger de tous nos problèmes. Et de ce fait, elle va cristalliser en quelque sorte nos angoisses, nos peurs. Et donc, il suffira ensuite de chasser la rumeur ou le bouc pour pouvoir retrouver la paix. C'est donc, si c'est une communication aussi, un processus d'influence et un processus de séduction. Si on veut influencer, il vaut mieux se montrer sous un bon jour. Il faut que ça puisse faire le buzz, comme on disait. Et donc pour ça, il y a 2 fonds de commerce traditionnels qu'on retrouve tout le temps. C'est d'une part la peur. On va commencer à faire peur aux gens. Alors là, c'est facile parce qu'on sait que l'être humain est un être profondément angoissé. Camus disait que l'homme était un animal inquiet parce qu'il sait qu'il a une faim, précisément. Et donc nous sommes toujours dans cette angoisse sous-jacente qui est au fond de nous. Et donc si on fait peur, automatiquement, ça va attirer notre attention. Et puis dans un deuxième temps, il va falloir rassurer en proposant une solution de salut. Ce qui veut dire que la rumeur aussi est ambiguë, vous voyez, d'un côté la peur, de l'autre côté l'espérance, c'est la crainte et la fascination. Je vous parlerai un petit peu tout à l'heure de la fameuse rumeur d'Orléans, par exemple, où il y avait des connotations sexuelles. Enfin, je peux vous le dire tout de suite en 2 mots quand même. Il a couru à Orléans une rumeur comme quoi les jeunes filles qui allaient essayer des fringues dans les magasins, tenues par des juifs, c'est pas innocent non plus, étaient piquées, étaient donc droguées, stockées dans des caves et puis embarquées dans des sous-marins la nuit pour aller remplir les réseaux de traite des blanches. Et donc cette rumeur qui a été étudiée bien sûr par Edgar Morin et d'autres sociologues montre bien que finalement derrière il y avait quand même des fantasmes sexuels et toute jeune fille rêve peut-être d'aventure et après tout pourquoi pas quoi. C'est ce qui a permis donc de nourrir. Alors ce que je veux dire simplement c'est ça, c'est que c'est très ambigu. En même temps ça fait peur et en même temps on est attiré. Il y a une fascination. C'est ce que dit Morin, la rumeur effrayée cache, enveloppe quelque chose de délicieux. Il y a toujours les 2 aspects. Alors la rumeur aussi a une base mythique. On va voir, il y a toujours des mythes fondamentaux ou même les fameux archétypes dont parle Jung, par exemple, Carl Jung.
Et elle va se nourrir donc de ce substrat et elle va réactualiser en permanence, comme on vous l'a dit, la fin du monde. Hein, c'est pas la première fois qu'on en parle. Il y a eu plusieurs propositions, je ne sais plus combien. Anne-Gaëlle t'a dit 184, oui. Et donc à chaque fois, vous voyez, on va repartir, hein, réactualiser, parce qu'on va voir aussi que les rumeurs, elles s'estompent. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les rumeurs, elles ont toujours une prétention de vérité. Hein, c'est ce qu'il faut bien comprendre. On ne lance pas comme ça des idées en l'air. Elle est censée être vraie et surtout révélatrice. Hein. Elle est là pour nous porter à notre connaissance, hein, quelque chose. Et comme tout être humain est programmé pour essayer de survivre dans ce monde, hein, dès qu'on lui révèle une information capitale de première main, on est prêt, bien sûr, à adhérer. Alors, souvent, enfin rarement, il y a des preuves, hein, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure, on vous a expliqué tout à l'heure, hein, il n'y a pas de preuves. Mais justement, la rumeur va, comme toute représentation, s'attacher à construire la justification et les preuves. Hein. Une représentation, c'est une construction de notre cerveau. Donc on va piocher ça et là divers éléments épars pour essayer de faire une histoire cohérente. Hein. Et la cohérence, hein, serait censée, bien sûr, prouver la véracité. Alors, la principale preuve aussi de la rumeur, c'est la multiplication de sa diffusion. C'est-à-dire que si vous entendez la rumeur à droite, la rumeur à gauche, etc., ben vous vous dites, ah ben, tout le monde en parle, donc ça doit être vrai. Il ne peut pas y avoir de fumée sans feu. Et donc, vous voyez que ça pose un problème fondamental pour l'être humain, celui de la crédulité. Hein. Nous sommes crédules. Et dans le fond, toute notre éducation a été celle-là. Quand on était petit, nos parents nous ont enseigné des choses et on n'avait pas le choix de ne pas les croire. Sinon, ils nous auraient jetés. Ensuite, on est allé à l'école et on n'avait pas le choix de ne pas le croire, parce que sinon, on aurait eu le bonnet d'âne et des heures de retenue. Et puis ensuite, et etc., etc. Finalement, quand est-ce qu'on a commencé à avoir un esprit critique ?